Alors aujourd'hui, nous sommes le 15 août 2023 et cela fait un an jour pour jour que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Alors je n'avais pas de problème avec l'alcool, je buvais régulièrement mais pas trop non plus. On va dire que voilà, les petites bières après le boulot, de temps en temps, une petite exagération sur la boisson m'arrivait. Mais je trouvais que l'alcool tournait autour de beaucoup trop de choses, qu'on se réunissait toujours autour de, en tout cas souvent autour de ça, et qu'il y a une sorte de pression sociale qui fait que, que t'es un peu forcé à boire un peu tout le temps, quoi que tu fasses. Et du coup, je me suis posé de plus en plus de questions, si vraiment, à chaque fois que je buvais, est-ce que j'en avais envie? Et souvent la réponse était: «Bah non, en fait j'en ai pas envie, mais je le fais quand même». Enfin, c'est quand même dommage parce qu'on sait que bon, boire, de manière assez régulière, ça détruit quand même pas mal la santé. Et de ce fait, j'ai décidé d'arrêter de boire. J'ai commencé par une semaine, ensuite, 1 mois, 2 mois, et puis je me suis dit: «Bah tiens, je vais me lancer un petit défi, je vais le faire, pendant 1 an. On va voir ce que ça fait». Alors sur le plan physique et aussi sur le plan social. Et de fil en aiguille, j'ai voulu aussi en faire un podcast. J'ai donc été interroger le docteur Philippe Grimbert, qui est addictologue. J'ai aussi été voir des gens dans la rue, comme une sorte de micro-trottoir, première fois que je faisais ça, pour les interroger sur leur consommation d'alcool, avoir leur avis, leurs expériences. J'espère que leurs témoignages vous parleront, peut-être que vous apprendrez des choses, peut-être que vous serez absolument pas d'accord avec ce qui est dit. En tout cas, j'espère que vous passerez un beau moment, donc je vous souhaite une bonne écoute. Je suis le docteur Philippe Grimbert. J'étais à l'origine de la création d'un réseau ville-hôpital toxicomanie, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et de fil en aiguille, on a créé un XAPA, donc c'était des services de prise en charge ambulatoire des patients qui présentaient des problèmes d'addiction et pas forcément de drogue illicite, mais aussi de tabac, alcool. Donc actuellement, j'ai donc cette activité mixte en cabinet de ville et à l'hôpital. D'après vous, à partir de quand est-ce qu'on devient vraiment, on va parler de l'alcool principalement, Ouais. Mhm. à partir de quand on devient vraiment addict? Alors, il y a plusieurs définitions. Maintenant, on parle en médecine d'un trouble de l'usage d'alcool, dans la définition officielle, pour la bonne raison qu'il y a plusieurs façons d'avoir des problèmes avec l'alcool. Il y a effectivement des gens qui sont dépendants, c'est-à-dire qui boivent pas forcément beaucoup, mais qui peuvent pas se passer de l'alcool. Donc ça représente environ 10 à 15% des gens qui ont un trouble d'usage d'alcool. La plupart des autres, donc, sont des gens qui ont une consommation au-delà de ce que l'on considère comme une consommation sans risque, qui a été définie par l'OMS, je pense, enfin, et en France aussi. Une consommation de 2 verres par jour, 5 fois par semaine, donc 2 jours sans boire, avec des consommations en une fois, maximum 6 verres. Donc ça fait pas beaucoup. Donc lorsqu'on rencontre, quand on fait du dépistage, Oui. donc ça c'est plutôt ce que je fais à mon cabinet, Oui. donc on interroge les gens sur leur consommation en établissant des règles de dosage, c'est-à-dire qu'on parle de verre standard ou d'unité d'alcool. En fait, quand vous allez dans un bar, la quantité d'alcool que l'on vous sert est standardisée et toujours la même. C'est-à-dire que un demi de 25 centilitres a à peu près la même quantité d'alcool qu'un verre de vin, qu'une coupe de champagne ou qu'un verre de whisky où il y a 2 centilitres. D'accord. Donc Oui. on considère que tout ça correspond à peu près à 10 grammes d'alcool pur par unité d'alcool. Alors avec des variations, un verre du vin peut être à 9 degrés ou à 14 degrés, enfin bon, tout ça, mais ça permet d'avoir une évaluation du besoin. Et pour les gens qui ont besoin d'alcool, donc qui sont dépendants, on constate que leur besoin est lié à une certaine quantité d'alcool. Donc ce qui est assez étonnant de remarquer, enfin étonnant je sais pas, mais quand les gens disent je suis passé de l'alcool fort à la bière, en considérant que c'est une évolution favorable, quand on calcule les unités d'alcool qu'ils buvaient avec l'alcool fort et les unités d'alcool qu'ils boivent
avec la bière, on a à peu près la même quantité d'alcool. Donc ils sont dépendants d'une certaine quantité d'alcool. C'est vrai qu'on boit peut-être plus lentement les bières que des whiskies, mais à un moment, quand je faisais mes études à Paris, je fais mes études à Paris dans une boîte, on avait fait on avait observé que dans Paris, il n'y a pas un endroit, enfin bon, peut-être qu'il y en a maintenant dans le 16e, peut-être où c'est un peu plus désert, mais où vous voyez pas un bar pas loin. Mais en même temps, le bar, c'est aussi une fonction sociale. C'est là où on se réunit, c'est là où on retrouve les potes et tout ça. Mais dans la culture française, c'est vrai que si on demande une grenadine, tout le monde va rigoler. Ou un lait fraise, on va rigoler plutôt qu'une bière ou un petit verre, un vin blanc ou un petit jaune ou des trucs comme ça fait viril quoi. Vous savez d'où ça vient, ça? Ou ça vient d'il y a longtemps? Enfin, peut-être que ouais, c'est ancré. Oui, c'est ancré dans notre culture. On boit on arrose. On arrose une arrivée, on arrose un départ, on arrose une naissance, on arrose une mort, on arrose tout, quoi. Toutes les occasions sont bonnes pour boire un coup. C'est pour ça que c'est intéressant, les expériences d'abstinence temporaire permettent de se rendre compte de la difficulté de ce que l'on demande aux gens, puisque moi, mon rôle, c'est de permettre aux gens d'obtenir une abstinence d'alcool. Faut le faire pour se rendre compte de la difficulté que c'est d'obtenir une abstinence d'alcool, surtout quand on a été buveur. C'est-à-dire que tous les copains boivent et que comment dire qu'on refuse un verre d'alcool sans dire qu'on est alcoolique, c'est toute une stratégie. Je m'appelle Hugo Juxtel, je suis réalisateur et scénariste. J'ai eu une phase pendant plusieurs années où je voulais avoir une vie sociale et je me rendais compte que c'était intimement lié au fait d'aller boire un verre et que quand tu n'es pas très fortuné, bizarrement le choix le plus économique c'est de boire une bière et je saturais, je n'en pouvais plus de boire une bière, je le vivais pas bien, même physiquement quoi. Et en fait je me rendais compte que les alternatives étaient limitées. Effectivement, moi je suis pas très soda. Sinon, l'alternative c'est de boire un verre de vin, mais le problème c'est que moi je bois vite. Et donc tu te retrouves vite bourré. En plus, il y a des heures où t'as juste pas envie d'un verre de vin rouge ou de vin blanc. Et en même temps, à côté de ça, on est aussi dans un pays qui cultive ça depuis très longtemps. Quand tu grandis à l'adolescence, à l'âge adulte, que tu commences à découvrir toute la richesse qu'on a aussi de vin, de bière, ces différentes saveurs, ces différents terroirs, tout ça. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que je l'associe pas du tout à la même façon de consommer. Et ça, c'est quelque chose que je reste, je pense, toute ma vie. Par exemple, ça peut rejoindre la discussion sur être végétarien ou pas. C'est-à-dire que je pense que j'ai tellement le goût des choses, le goût l'envie, presque une passion, en fait, de m'intéresser à toutes ces différentes saveurs, à tous ces différents artisanats, que j'aurais du mal à me limiter là-dessus. Donc, quand on commence à s'entourer parmi ses amis de gens qui partagent ce goût-là, bah, c'est vrai que c'est difficile de refuser. Ah tiens, goûte-moi ce petit Chablis, goûte-moi ce petit Bordeaux, ce petit Bourgogne, goûte-moi cette petite bière artisanale. Bah ouais, on a envie de tester. C'est sympa, c'est convivial, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nos habitudes d'apéro. Moi, par exemple, depuis que j'ai un enfant, bah, je suis très content. Ça m'a permis, par la force des choses, de limiter complètement ma consommation d'alcool parce que, ouais, il y a quand même une notion de santé. Donc voilà, je suis content là d'avoir trouvé un équilibre un peu. Je m'appelle Valentin, j'ai 27 ans. Moi, j'ai trouvé que les gens avaient, du coup, à la fois ce sentiment d'autorisation à négocier, à te dire, monsieur, allez, un petit verre, voilà. Et d'autre part, chez certains, quand même, ce truc de demander des justifications, de se poser les questions de pourquoi, pas juste accepter. En fait, c'est pas inclusif au sens où
par ailleurs, d'autre part, par exemple, je suis végétarien. Voilà, je trouve que j'ai vécu un peu la même chose en fait. Globalement, j'ai vécu comme le reste, le fait de me sentir mis en situation d'expliquer pourquoi je fais ça, comment je fonctionne, voilà. Et donc vraiment, moi, je mets ça dans le même sac que le reste en termes d'expérience vécue. Et je trouve que comme pour le reste. Une fois que tu as un peu tâté les gens et que tu as vu comment ça se passe, comment les gens réagissent, tu testes différentes formules, plus ou moins tranchantes, voilà. Et en fait, après, à la fois, tu trouves des formules qui te permettent de couper court à toute envie de discussion. Et par ailleurs aussi, il ne faut pas sous-estimer, je pense, le fait que, vu qu'on a des groupes d'amis assez stables et qu'on ne sort pas avec des personnes différentes toutes les semaines pendant 2 ans, en fait, à force, ils ont intégré le truc. En fait, je trouve que les gens, ils disent, bah si, bois un petit... Enfin, il n'y a pas de compassion vraiment beaucoup. Ah non, 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 ah non, les gens ont besoin de... on dirait qu'ils se culpabilisent quand quelqu'un refuse de boire, quoi. Dire, ah oui, bah non, comme s'ils étaient gênés de boire parce qu'il y en a qui ne boivent pas. Bonjour, je m'appelle Alexis, je suis biologiste marin. Je me rappelle au début, ce qui me choquait, c'est que quand je disais à mes potes je bois pas d'alcool, ils me disaient bon, on se voit pas ce soir. Alors je disais bah quand même c'est dommage, enfin on n'est pas obligé de... Et après ils ont compris et ça les fait marrer, mais c'est vrai que au début il y avait même une frontière de bah si tu bois pas ça va être chiant quoi. Et c'est vrai que tu te dis c'est tellement ancré que c'est quand même ultra paradoxal d'avoir un comportement un peu sain et qu'on te le reproche. Enfin, faut vraiment avoir une raison, quoi. La question, c'est pas t'es bizarre de pas boire, c'est est-ce que t'es plus heureux si tu bois pas ? Bah si oui, bah si c'est ton pote ou si c'est n'importe qui, une connaissance, bah très bien, il est plus heureux comme ça. Et moi, j'empêche personne de boire, tu vois. Je dis pas aux autres, non mais là, on boit pas ce soir. Et puis souvent, en fait, j'ai jamais dit aux gens, attention, ce soir-là, je bois pas. Juste, je commande au bar une boisson non alcoolisée. Et alors là, c'est un tollé, c'est l'événement du siècle, quoi. C'est pour ça que l'expérience du Dry January, qui consiste à passer 1 mois sans boire une goutte d'alcool pour des gens qui sont supposés ne pas avoir de problème d'alcool. Hein. C'est pas pour des gens qui ont un trouble de l'usage. Permet de se rendre compte de la difficulté. C'est un truc qui vient d'Angleterre, je crois que ça s'appelle Dry January, mais en français on dit le défi de janvier. C'est une sorte de défi qu'on se donne à soi-même, hein. C'est pas pour faire plaisir à personne d'autre, c'est pour se tester soi-même, tester aussi éventuellement sa dépendance, qui peut être physique, pour les 10 ou 15% qui sont dépendants, mais aussi psychologique. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de me dire là c'est trop et ce serait vraiment bien pour mon corps que au moins 1 mois j'arrive, et je crois que j'y suis jamais arrivé en fait. J'y suis jamais arrivé. Je pense que j'ai dû y arriver 1 semaine, maximum 10 jours, et en fait au final tu te rends compte qu'il y a toujours un moment, une occasion, voilà. Après encore une fois, maintenant que j'ai un enfant c'est différent. Je pense que j'y arriverai plus facilement maintenant. Mais dans ma vie d'avant, clairement, c'était très compliqué. Et c'est vrai, mais ça me fait encore bizarre aujourd'hui de me dire, mais putain, c'est bizarre de se dire ça. C'était compliqué de passer plus d'1 semaine sans alcool. Bonjour, on s'appelle Joanna et Alexis, on est comédienne à Paris. Si je me suis déjà dit qu'il fallait que je limite, 1 mois déjà, je pourrais tenter. Moi, je vois pas le but. Je vois pas le but à ceci. Du coup, je ne le ferai pas, car je sais que c'est comme un petit jus de pomme pour moi en fait. Je bois un verre de vin comme ça, je sais que ça me fera rien. Je vais pas en boire 4 dans la même soirée. J'aime bien, mais c'est comme si vous buvez 4 verres de jus de pomme, quoi. Je vais pas boire 4 verres de jus de pomme dans la même soirée. Du coup, j'en bois 1, ça me suffit, et je vois pas pourquoi je me limiterais. Du coup, tout est pas bon quand c'est à outrance. Mais... Et comment on traite justement cette dépendance psychique ? En l'analysant, c'est-à-dire en la comprenant déjà, en admettant que c'est une dépendance psychique, en comprenant ce qu'elle apporte, c'est-à-dire que la détente du soir, c'est bien nécessaire quand on a stressé toute la journée ou quand on est dans une ambiance stressante. Peut-être que je vais être un peu généralisant, mais à Paris c'est facile, quoi. Enfin, à Paris, je pense même dans d'autres métropole, et on vit entre guillemets à 100 à l'heure, voilà, il y a ce truc de voilà, on prend le métro, on va au taf, on revient, on va boire un verre, on se met une série quand on rentre à la maison, et on s'endort devant, et du coup je
Je pense que une étape, ça pourrait peut-être d'essayer de casser ça et de développer des centres d'intérêt pour autre chose. Je pense que de manière générale, développer des centres d'intérêt, ça peut permettre justement de décaler la focale vers autre chose. Et de trouver de l'intérêt, voir de la beauté, voir du défoulement, si on développe, je sais pas, un intérêt pour le sport, voilà. Enfin, peut-être, je sais pas, des engagements associatifs, juste trouver du sens ailleurs que juste dans le verre après le boulot. Je peux pas parler pour les gens qui veillent des centaines d'années, mais en tout cas, depuis la révolution industrielle, je pense qu'on est dans des vies qui sont cadrées, dont le rythme est dicté par le travail. C'est pas quelque chose de très naturel. Et que depuis ce moment-là, on va avoir toujours ce réflexe d'aller chercher quelque chose qui nous permet d'échapper à ça, pour compenser en fait. Si tu regardes le parcours de la journée d'un ouvrier qui sort de l'usine et qui va au pub en Angleterre au début du XXe siècle, bah en fait c'est logique. Il y a un besoin de compensation, il y a un besoin de décompression, il y a un besoin d'opposer. Et donc on aura beau se poser plein de questions sur les impacts sur notre santé, sur pourquoi on fait ça, est-ce que c'est juste un réflexe social, est-ce qu'on est juste trop influençable et tout. Je pense qu'il y aura toujours quelque chose chez l'être humain qui nous fait aller vers une sensation d'ivresse. Mais cette sensation d'ivresse, après, c'est à chacun de la définir et de comprendre pourquoi ça nous plaît et comment la trouver. Boire même un verre commence le risque. On peut considérer que le risque est minime, mais il existe, et qu'il devient significatif à partir d'une certaine quantité. Alors on peut dire que c'est les quantités de l'OMS de verres par jour. Il faut bien définir un seuil. Et ça ne veut pas dire que c'est interdit, ça veut dire qu'on accepte le risque. Quand on prend sa voiture, on prend un risque. On sait quel risque on prend, on sait qu'on risque d'avoir un accident, donc on attache sa ceinture. C'est ce qu'on appelle la réduction des risques. On accepte un certain risque, on le minimise d'une façon ou d'une autre. Et je me posais une question aussi, savoir à quel, je pense que ça dépend des gens, mais à quel degré on devient aussi, parce qu'il y a le risque du coup d'accident physique, aussi peut-être de faire des mauvaises rencontres à des moments, mais le risque justement de devenir addict. Le risque de devenir addict, il est lié à l'âge du début des consommations et du premier contact. C'est-à-dire que il nous arrive de voir des gens qui ont eu leur premier contact avec l'alcool vers 5-6 ans. C'est-à-dire dans les fêtes de famille, allez, on trempe le doigt dans le champagne et tout ça. Pour les adultes qui faisaient ça à l'époque, ils n'avaient pas conscience de faire quelque chose de grave. Bon, bah ouais, c'est pas grave, c'est pas ça qui va être gênant. Pourtant, si. C'est-à-dire que maintenant, on le sait. Donc, on peut expliquer aux adultes que l'alcool, plus c'est tard, mieux c'est. Alors, moi, je bois depuis que j'ai 2 ans. Donc, issue d'une famille de gens qui boivent beaucoup. Donc, j'ai été bercée par l'alcool, on va dire, à chaque événement, même à chaque repas. En fait, je prenais mon petit fond de vin. Parce que c'est comme ça, c'est dans la famille. Et en fait, avec le temps, j'ai commencé à boire un petit peu plus. Mais j'ai toujours, du coup, été vraiment... j'ai vraiment une relation grave claire avec l'alcool. C'était vraiment pour le goût et pas pour avoir un effet de fou sur moi. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Moi, je me souviens que mon grand-père m'a fait goûter ma première bière à 7 ans. Donc pareil, c'est une histoire familiale, je crois. Mais non, mais ensuite, c'est vrai que c'était pas forcément quelque chose que j'appréciais plus que ça. Mais c'était quelque chose de social. Donc vers 17-18 ans, quand j'ai commencé à faire des grosses soirées, j'ai commencé à boire. Et en fait, on faisait des mélanges vraiment... hyper dégueulasse, et en fait c'était juste pour l'effet de l'alcool. J'ai pas mal de témoignages qui me disaient qu'ils avaient commencé l'alcool vers 15 14 Oui, c'est ça, c'est l'âge moyen, mais on peut considérer que les difficultés pour arrêter sont plus importantes quand on a commencé à 15 ans que quand on a commencé à 25. On considère que le problème vient à partir du moment où on perd le contrôle de sa consommation, où on sait pas trop ce qu'on fait avec ses consommations. La mode chez les jeunes maintenant du binge drinking, c'est-à-dire qu'on arrive dans une fête et puis qu'il faut qu'en la première demi-heure on ait bu déjà énormément pour être tout de suite dans l'ambiance et pour être tout de suite
En fait, sous-entend qu'on ne sait pas que la concentration en alcool va progressivement et que quand on a bu une bouteille de whisky d'un coup, ben on va se sentir bien le premier quart d'heure, mais qu'après la quantité continue de monter et on se retrouve en coma éthylique alors que c'est pas vraiment ce qu'on avait prévu. Moi je suis David et j'ai 25 ans. C'était on va dire fin collège début lycée, vers la seconde dans ces environs-là. Et c'est à peu près à ce moment-là en fait il y a commencé à y avoir les premières soirées où il y a des garçons, des filles, tu commences à vouloir faire comme les grands, donc il y a des bouteilles aussi. Et donc ouais, moi j'identifie vraiment la première soirée où je me suis dit là je suis pas dans mon état normal. Théotime, 24 ans. J'étais en seconde, je pense. Et c'était, je pense, la première fois où je buvais beaucoup d'alcool. Et beaucoup trop vite. Et, et je pense qu'au bout de 2 heures, même pas, j'ai fini dans une couverture de survie avec des pompiers. Appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Et donc quand tu vis ça, après, je pense que c'était la première fois, mais après ça m'a mis des vraies limites sur se connaître et pas trop boire et faire attention. Après je peux plus du tout boire l'alcool qui m'a mis dans cet état-là. Arrive le collège et trop drôle quoi, on rigole trop, c'est trop bien, il y a les premiers potes qui vomissent, c'est trop drôle. Et ça c'était mon premier rapport à l'alcool, mais j'ai jamais eu un rapport à l'alcool où j'ai adoré boire, le déguster quoi. Je crois que j'aime pas ça en fait. Bah moi je crois qu'il y a aucun alcool que j'aime en fait, encore maintenant, que j'aime vraiment beaucoup quoi. C'est un peu le même problème que la dépendance aux médicaments. Il y a des gens qui ont des crises d'angoisse. Ils prennent un médicament, ils pensent qu'ils vont être soulagés dans la minute. Et s'ils sont pas soulagés dans la minute, ils prennent un deuxième cachet. Et donc, 1 heure après, ils sont en surdosage de médicaments. Pareil avec l'alcool. D'accord. Alors j'avais entendu justement à propos des jeunes que c'était devenu un peu ringard de boire de l'alcool justement à forte dose comme ça. Et... Tant mieux s'il y a une prise de conscience, mais les jeunes ne sont pas si bêtes qu'on peut le croire. Oui, C'est-à-dire qu'il y a une baisse de consommation du tabac chez les jeunes. Hein. On a vu sur l'enquête Escapade qui est parue récemment. Si on les informe bien, ils sont capables de gérer leur santé. Alors, donc une consommation régulière, surtout si elle est associée au tabac, ça favorise tous les cancers, pratiquement. Les risques d'une consommation aiguë, c'est d'abord le coma éthylique. Hein. On peut mourir d'un coma éthylique. C'est une des rares drogues, l'alcool, qui peut faire mourir d'une overdose, avec l'héroïne. Donc le coma éthylique, les pertes de connaissance et puis vomissement alors qu'on est allongé sur le dos, on vomit dans ses bronches et ça se finit très souvent en réanimation et avec des risques de mort assez importants. Il y a des problèmes qui sont liés au comportement de désinhibition et en particulier les violences faites aux femmes. Donc, faire boire une femme pour pouvoir coucher avec, et donc en plus, on oublie les précautions habituelles, donc de se protéger. Donc, ça favorise les contaminations, les grossesses non désirées. Voilà, c'est des problèmes auxquels les gens ne pensent pas forcément. Le problème, il est aussi dans la toxicité, mais ça, c'est avec toutes les drogues. C'est-à-dire que lorsqu'on est adolescent, c'est une période où on est exposé à la frustration. C'est-à-dire qu'on est entre l'enfance et l'âge adulte, on fait des allers-retours entre les deux statuts, et puis on est confronté à la frustration. Et la façon dont on va pouvoir gérer cette frustration et la résoudre psychologiquement fera de nous des adultes autonomes. Si on trouve un produit, alcool, cannabis ou autre drogue, qui vous permet de ne pas ressentir cette frustration, c'est-à-dire que au moment où vous êtes frustré, hop, vous prenez un produit, ça vous fait oublier la frustration, vous n'allez jamais apprendre à la gérer, et vous vous retrouvez à 30-35 ans, outre la toxicité du produit, à toujours ne pas savoir gérer la frustration. C'est un problème qui paraît pas comme ça ressemble pas à être une maladie de ne pas savoir gérer sa frustration, mais les frustrations, on en a quand même forcément dans la vie, et donc
on se retrouve à être assez immature à un âge où on ne devrait plus l'être, quoi. Et du coup, est-ce que pour vous, l'alcool, c'est considéré quand même comme une drogue dure un peu ou même la plus dure peut-être puisque Je pense que c'est la drogue la plus dangereuse qui existe actuellement. Rodolphe Juxtel, réalisateur, motion designer, explorateur, dessinateur, storyboarder. Un connard. Finalement, l'alcool, c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on l'a banalisé, on l'a normalisé, mais c'est pire que beaucoup de drogues en fait. Dans des consommations extrêmes, je pense pas que là ce qu'on fait c'est particulièrement dangereux, tu vois, mais voilà, on est quand même sur une régularité qui est quand même assez dingue, si c'était encore considéré comme une drogue, on ne le ferait jamais, enfin genre avec une telle fréquence. Et c'est ça qui peut être un peu terrifiant. C'est pas la drogue qui tue le plus. Celle qui tue le plus, c'est le tabac. C'est 75 000 morts par an en France. Mais l'alcool se tient bien, puisqu'il doit être à 45 000 morts par an dues à l'alcool, toutes causes confondues. Et on a tendance à considérer que les drogues, c'est l'héroïne, la cocaïne et tous ces trucs-là, qui représentent peut-être quelques centaines de morts par an. L'addictologie en France, dans le monde, c'est principalement alcool et tabac. Et donc, c'est pour ça que dans mon cabinet, là où on dépiste un petit peu et où on doit s'occuper des problèmes de santé, l'alcool et le tabac relèvent des médecins généralistes et des médecins traitants à la prise en charge de l'alcool et du tabac. Et l'EXAPA, comme ici, l'hôpital, les services spécialisés devraient être réservés aux cas complexes, aux cas qui posent problème aux médecins généralistes ou en soutien aux médecins généralistes pour prendre en charge un petit peu ces problèmes-là. Et je milite pour ça. Bon, j'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, je voulais encore une fois chaleureusement remercier tous ceux qui ont participé à cette expérience, tous ces intervenants. Merci à eux. Et si je devais faire un rapide bilan de cette année sans alcool, j'ai tiré en fait vraiment que du positif. Physiquement, je vois vraiment la différence. Après une soirée, par exemple, où je suis pas du tout fatigué le lendemain, sauf si j'ai dansé toute la nuit. Et le vrai bienfait de cette année sans alcool, ça a été socialement. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus du tout peur de dire devant un groupe d'amis, je vais prendre un jus de pomme ce soir-là, quoi. Avant, j'avais un peu peur quand j'ai commencé cette année sans alcool. Je regarde les autres, enfin j'ai eu droit, je pense comme toute personne qui fait cette expérience, j'ai eu droit au « ah bon, tu penses ça, bizarre ». Mais en fait, ça paraît bête, mais je me sens super libre là-dessus et ça c'est vraiment cool. Maintenant, je ne pense pas que je vais reboire de l'alcool. Je suis assez bien comme ça, puis ça fait un peu partie maintenant de ma façon de vivre aussi, il faut dire. Et puis, sauf peut-être si j'ai envie de goûter tel ou tel alcool qui, pour X raisons, m'intéresserait. Oui, là, voilà, je m'autoriserai à faire ça. Peut-être 1 ou 2 fois dans l'année. Mais bon, je verrai bien. Pour l'instant, j'en ai pas envie, donc je vais pas le faire. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite, je sais pas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne après-midi. Je ne sais pas du tout à quelle heure vous écoutez tout ça. Et à très bientôt pour un prochain podcast.